on va commencer. Je pense que je n'ai pas besoin de compter ce soir pour savoir que j'ai courant. Donc c'est bien, parce que la concertation aura au moins eu le mérite de mobiliser les élus. On a deux sujets importants ce soir à l'ordre du jour. Donc il y en a un qui porte sur le schéma de collecte. Et il y en a un qui est tout aussi important, qui porte sur la gouvernance de la structure. Mais avant de commencer, je voulais juste vous faire un petit point, puisqu'on a eu pendant l'été un événement un peu désagréable, puisqu'on a eu un incendie, vous l'avez sûrement vu dans la presse, sur le centre de transfert de Massugas. Bon, je ne vous cache pas que ça m'a donné quelques sueurs quand on m'a appelé pour me dire qu'il y avait le feu à Massugas, parce que comme le site est tout neuf et vient tout juste d'être inauguré, j'avais pas très envie de le voir partir en poussière. Alors finalement, il y a quelque part un peu plus de peur que de mal, puisque le feu s'est déclaré non pas sur les bâtiments, mais sur les stocks de déchets. Donc c'est les stocks de déchets de bois, bois encombrants et en partie les déchets verts qui ont pris feu. Le feu a quand même été très important et je remercie au passage d'ailleurs les compagnies de pompiers qui sont intervenues, Bru, Castillon, Sainte-Foy, La Réole, Cadillac, pour éteindre l'incendie. Donc on a quand même eu beaucoup de monde sur le site pour essayer de travailler. Et petit élément supplémentaire quand même, c'est que les feux sur ce type de déchets sont très difficiles à éteindre. Et donc ça a brûlé quasiment pendant une dizaine de jours avant qu'on arrive à éteindre complètement l'incendie. Donc maintenant c'est chose faite, bon il n'y a pas de blessés, ce qui est déjà une bonne chose. Il y a quelques dégâts matériels mais qui ne sont pas énormes, puisqu'en fait c'est surtout les alvéoles de stockage. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez, les murs qui enserraient les plateformes de stockage des déchets, eux ils sont foutus, parce que la chaleur a été tellement importante que le béton s'est délité. Et puis il y a un peu d'enrobé de dalles aussi à reprendre, puisque pareil, par-dessous le béton ou l'asphalte a fondu sous l'effet de la chaleur. Il y a quand même eu des dégagements de température très importants, donc il y a un peu de dégâts sur les bâtiments, mais très peu, c'est-à-dire ça a fait éclater les vitres sur les bâtiments par le dégagement thermique. Et la principale contrainte que ça nous amène, c'est qu'on ne peut plus se servir de toutes ces plateformes. Donc on a été obligé de modifier les conditions d'accès en déchetterie, vous en êtes sûrement rendu compte, puisqu'on avait communiqué auprès des mairies. Donc on a été obligé de fermer les déchetteries le samedi parce qu'on n'avait plus d'exutoire pour amener les déchets. Et en contrepartie, on a ouvert le lundi. Alors je conçois que c'est moins pratique pour ceux qui travaillent, évidemment. Et on n'ouvre que sur une période de matinée élargie, c'est-à-dire qu'on ouvre entre 8h et 14h. 7-14, pardon, et c'est pas ouvert l'après-midi, tout simplement parce que les exutoires étant plus loin, on n'a pas le temps d'amener tous les déchets sur les exutoires. Alors la situation est prévue pour revenir à la normale à partir du 15 octobre, puisqu'on aura dégagé complètement les détritus, les gravats, etc. qui sont sur le site, et qu'on va pouvoir, dans des conditions un peu précaires, mais on va pouvoir au moins reprendre le transit des déchets sur le site à Massugas. Cette information étant faite, donc on va passer à la question du schéma de collecte. Ah oui, il faut un secrétaire de séance et Isabelle tient absolument à être secrétaire de séance, donc, sauf à ce que vous y voyez une objection. On va la désigner secrétaire de séance. On la félicite pour cette magnifique élection. Sur le schéma de collecte, donc, vous avez suivi les épisodes précédents, puisqu'on avait décidé donc, de lancer une consultation pour redéfinir un peu le service public des déchets. Je rappelle rapidement pourquoi maintenant et pourquoi on a lancé cette consultation. Pourquoi la lancer ? Tout simplement parce que l'évolution des charges et des produits du syndicat fait qu'on est à nouveau confronté à un déséquilibre financier sur les comptes de Alstom. Ce déséquilibre, il vient d'où ? Il vient de deux éléments, principalement. Le premier, c'est l'évolution de la taxe générale sur les activités polluantes, qui pèse sur les tonnes qui sont enfouies dans les centres d'enfouissement. Et le deuxième, c'est l'évolution de la masse salariale, puisque malgré une baisse des effectifs depuis le début du mandat,
le fait que les emplois aidés étaient supprimés par l'État et que le statut de l'USTOM est évolué font qu'on se retrouve aujourd'hui avec une masse salariale beaucoup plus importante que celle qu'on avait en début de mandat, alors même que l'effectif a été baissé. Donc face à ces éléments, on peut rajouter un troisième qui est plus conjoncturel, qui est la baisse des prix de revente des matériaux, hein, notamment des papiers et des plastiques, qui font qu'aujourd'hui la situation est tendue et que les décisions qui ont été prises l'année dernière ne permettaient pas d'équilibrer le budget 2019. Et donc, pour dire les choses simplement, aujourd'hui, l'USTOM vit à crédit sur la consommation des excédents antérieurs qui sont, somme toute, très minces. Donc, on avait proposé de réfléchir de façon un peu plus large que simplement sur la fiscalité et de proposer aux élus qui siègent à l'USTOM plusieurs scénarios de collecte qui en gros peuvent se résumer en un choix et puis après des petites variantes, mais c'est soit le choix du maintien d'une collecte en porte-à-porte, telle qu'on la connaît aujourd'hui, avec une amélioration sur la période estivale, hein, puisque la collecte en période estivale est souvent un motif de plainte auprès de l'USTOM par rapport à l'hygiène due au stockage des déchets au domicile des personnes, soit une collecte différente en point d'apport volontaire, avec des bornes d'apport volontaire sur lesquelles les gens peuvent aller déposer à la fois leur ordure ménagère, leur recyclable, exactement comme ça se fait aujourd'hui pour le verre. Ce deuxième scénario de collecte en point d'apport volontaire, dans les choix qui vous étaient proposés, il était après décliné dans plusieurs variantes, suivant qu'on prenait en charge ou pas la gestion des dépôts sauvages et suivant qu'on mettait en place ou pas des bornes spécifiques pour le carton. Mais l'architecture du service, on va dire, était la même, ça restait sur du point d'apport volontaire. Bon. Et ces deux grandes familles de collecte étaient assorties d'un scénario d'évolution de la grille de redevance incitative. Et malheureusement, et là où ça devient très compliqué à expliquer, c'est que dans les deux cas, la grille de redevance incitative est amenée à évoluer plus fortement dans le cas de la collecte en porte-à-porte que dans celui de la collecte en point d'apport volontaire, puisqu'il y a à peu près une dizaine de points de pourcentage d'écart sur l'évolution de la redevance incitative entre les deux familles, mais il y a quand même une évolution à la hausse dans les deux scénarios. Alors, la concertation qui a eu lieu, elle s'est faite de deux manières. Il y a d'abord une première concertation qui s'est faite avec les communautés de communes et les communes. Donc moi j'avais réuni les présidents des communautés de communes avant l'été. On avait échangé sur ce sujet-là. Il y avait eu un choix, je dois dire, assez unanime de la part des présidents de communautés de communes d'être plutôt sur le scénario d'une collecte en porte-à-porte. Mais malgré tout, j'avais souhaité qu'on puisse aussi consulter les communes, puisque le mode de gouvernance actuel de l'USTOM fait que, bien que ce soit les communautés de communes qui sont adhérentes de l'USTOM, on a quand même un représentant par commune, voilà, qui siège à l'USTOM. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on est 118 délégués. Donc ça c'est le premier volet. Donc on a proposé à chaque commune de se prononcer sur le choix de mode de collecte en laissant la liberté aux communes, soit d'en débattre au sein de leur conseil municipal, soit de concerter la population, soit de faire des réunions publiques ou de les concerter par le biais de questionnaires, papier, etc. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est une consultation, cette fois-ci grand public, qui a été ouverte sur le site internet de l'USTOM, où on avait expliqué de manière synthétique le fonctionnement de chacun des scénarios, et où les gens avaient la possibilité de s'exprimer en ligne pour répondre aux questionnaires et se positionner sur les scénarios, éventuellement en faisant des remarques ou des observations. Et on a eu sur ce site internet à peu près, pas tout à fait 600 votants, il y a eu 563 votants.
Dans 272, on laissait des commentaires qui sont d'ailleurs assez intéressants à lire parce que ça donne une image, on va dire, de la température et de la perception du service par les usagers qui n'est pas inintéressante. Alors, sur le résultat de ces concertations, ce qu'on peut dire, et moi, voilà les enseignements que je retire de tout ça, c'est que, du point de vue des élus, il y a une large majorité des communes qui s'est prononcée pour rester plutôt sur le service en porte-à-porte, quitte à en assumer les évolutions de grilles de redevances incitatives. Bon, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que sur la consultation en ligne, c'est un peu plus partagé, puisque en fait, il y a une petite majorité des gens qui ont répondu au questionnaire qui préféreraient aller sur du point d'apport volontaire. Et en fait, dans les commentaires, ce qui ressort, c'est surtout une préoccupation sur l'évolution du tarif, et donc un souhait de conserver le service qui permet d'avoir le tarif le plus bas. Bon. Donc, voilà, ça c'est finalement relativement clair. Sur les communes, voilà, on a 36 communes qui ont répondu, 37 parce que j'ai vu que la mienne n'avait pas été comptée, je crois qu'on n'a pas transmis la délibération, mais elle a répondu aussi. Donc il y a 37 communes qui ont répondu. Il y en a donc 31 du coup qui sont sur le scénario 1, il y en a 3 sur le 2, 0 sur le 3 et 2 sur le 4. Voilà. Alors, voilà un peu la synthèse à laquelle j'aboutis à l'issue de toutes ces discussions, parce que j'ai quand même rencontré beaucoup d'élus pendant l'été. J'ai fait aussi des réunions publiques, notamment une dans ma commune, donc ça permet quand même de prendre un peu la température. Je retire de tout ça plusieurs enseignements. Le premier, c'est que globalement, je pense qu'il n'y a pas de souhait immédiat de changer de mode de collecte, et que les gens préfèrent, pour la grande majorité d'entre eux, rester sur une collecte en porte-à-porte. Néanmoins, il y a quelques communes, en particulier qui peuvent être dans des situations de topographie particulière, je pense à des bastides, qui souhaitent aller vers du point d'apport volontaire. Et je ne vois pas ce qui ferait qu'on les empêcherait d'aller vers ce choix-là. Le troisième enseignement que je retire de tout ça, c'est que la concertation, et j'en veux pour preuve la participation de ce soir, est un outil qu'on a expérimenté à travers cette consultation, mais je pense qu'on est plutôt au début d'une histoire qu'à la fin, et qui a un vrai intérêt, un vrai engouement d'une partie de la population pour s'impliquer dans la réflexion sur le service à offrir aux usagers. Et je pense qu'il faudra qu'on détermine ensemble les moyens de discuter davantage avec la population sur les services qui sont proposés. Alors je ne parle pas évidemment de ceux qui me couvrent les merdes du matin au soir sur les réseaux sociaux parce qu'ils n'ont que la haine à déverser, mais je parle des gens qui sont intéressés à l'idée de comprendre comment Alstom fonctionne et quel est le service qui peut être proposé. Dans les points qui ressortent également très fortement, et notamment au travers des commentaires qui ont été faits sur le site internet, il y a deux sujets qui sortent comme étant des points majeurs de la relation avec les usagers. Le premier, il est plutôt technique, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est la nécessité de pouvoir offrir un service amélioré en période estivale. Bon, ça ressort quand même très fortement. Et le deuxième, il est plus financier, c'est la demande vraiment très majoritaire de la population de pouvoir avoir un étalement du paiement, qui ne soit pas un étalement sur demande auprès du Trésor public, mais qui soit un fractionnement automatique du paiement en plusieurs fois sur l'exercice, parce qu'on a beaucoup de gens qui nous disent bah, moi je suis prêt à payer ma facture de déchets parce que je comprends qu'il faut les éliminer, mais par contre le montant qui m'est demandé est trop important pour pouvoir les payer en une fois. Bon. Alors qu'avec la taxe, par exemple, il y avait la possibilité de l'étaler par le biais de la mensualisation. Alors, moi, le dernier enseignement que je retiens aussi, c'est que la période actuelle ne me semble pas extrêmement favorable
à une discussion parfaitement sereine et apaisée, parce que je peux assister depuis quelque temps à toutes sortes de calculs politiques en tout genre, et notamment je sens bien, du point de vue d'une partie des élus, que certains soit ne se sentent pas légitimes parce qu'ils arrivent en fin de mandat pour pouvoir prendre une position très ferme, soit préfèrent que ce débat-là soit porté dans le cadre de la campagne municipale et pouvoir le trancher par le biais de l'élection. Alors moi, ce que je voudrais vous proposer, peut-être plutôt que de voter directement sur l'un ou l'autre des scénarios, c'est de vous proposer la chose suivante. Je pense qu'on a un contrat avec la COVED qui se termine au 31 décembre 2020, donc à la fin de l'année prochaine, et c'est la raison pour laquelle on avait lancé la réflexion maintenant, pour être dans les temps par rapport soit au renouvellement du contrat, soit aux achats de matériel, si le cas échéant on voulait reprendre régime. Je ne nous sens pas en capacité de prendre une décision ferme et définitive maintenant, à quelques mois des municipales. Et donc ce que je voulais vous proposer, puisque le contrat que nous avons avec la COVED est un contrat de 5 ans plus 1 plus 1, c'est-à-dire qu'on a la possibilité éventuellement de rallonger d'un an ce contrat, c'était de rallonger ce contrat en négociant quelques modifications sur l'exercice de ce contrat, d'abord pour permettre de reprendre, si possible, dès l'été 2020, une collecte hebdomadaire en période estivale, pour ceux qui sont au porte-à-porte, et de permettre aux collectivités, aux communes qui le souhaiteraient et qui se sentiraient prêtes à être passées, de passer en point d'apport volontaire sur la base de la demande qui serait faite par telle ou telle commune, sachant qu'on a déjà le verre qui est en collecte en point d'apport volontaire, et que donc on n'a pas besoin forcément de beaucoup de moyens supplémentaires pour pouvoir passer quelques communes en point d'apport volontaire. Ce qui nous permettrait en même temps, je pense, d'expérimenter le sujet des points d'apport volontaires et de voir, le cas échéant, s'il donne satisfaction ou pas. Et je pense que, évidemment, tout ça va nécessiter un travail sur la grille de redevance incitative, hein, parce qu'il n'y a pas de secret, il va falloir rééquilibrer le budget. Je pense que pour le rééquilibrer de la façon la moins douloureuse possible, il ne faut pas intégrer à ce stade ce qui avait été proposé dans les différents scénarios, la collecte des dépôts sauvages, voilà, qui est un sujet qui me semble assez débattu, avec des éléments positifs ou négatifs, mais je pense qu'en l'état, il n'y a pas de consensus pour dire que la collecte des dépôts sauvages doit être financée par la fiscalité des déchets. Donc ça, je proposerais de le laisser en dehors. Par contre, il faudra évidemment équilibrer le budget sur la base du service tel qu'il est proposé, c'est-à-dire un service en porte-à-porte avec une collecte améliorée en période d'été. Voilà. Et ça aboutira donc nécessairement à l'élaboration de deux grilles. Une grille pour la collecte en porte-à-porte, une grille pour la collecte en porte-à-porte volontaire, pour ceux qui feraient le choix d'y aller. Et le fait de rallonger le contrat d'un an nous permet deux choses. La première, c'est de commencer à mettre en œuvre les modifications sans prendre de décision complètement définitive à ce stade, puisqu'en gros, ça nous laisse un an pour approfondir la concertation et prendre le temps d'en discuter. Et ça nous permet peut-être aussi, parce que je vois que ce sujet-là est très présent sur certains secteurs, d'approfondir, même si moi je comptais le faire après, mais il semblerait qu'il y ait des demandes de le faire en même temps, d'approfondir la question de l'arbitrage entre la régie et le fait d'avoir un marché externe. Et la condition, je pense, de bouclage de tout ça, c'est qu'on puisse proposer, et on y a travaillé encore cet après-midi avec la Direction régionale des finances publiques, et je pense qu'on nous serons en capacité de le faire à partir de l'année prochaine, de proposer un paiement de la redevance incitative au trimestre. Voilà. Avec un prélèvement, donc 4 prélèvements par an. La mensualisation, on a retourné le sujet dans tous les sens, on ne pourra pas y arriver, parce que les contraintes réglementaires font que ça n'est pas possible. Par contre, je pense que le paiement en 4 fois est envisageable.
Voilà à peu près moi les enseignements que je retire de tout ça. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de passer au débat. Hein, s'il y en a qui veulent intervenir, on peut réagir par rapport à ce que je viens de dire ou par rapport à ce qu'ils ont lu comme retour dans leur cours. Monsieur le Tellier. Voilà. Bon, nous, en commune, on a demandé d'avoir un moratoire. C'est ce que vous nous demandez un petit peu aujourd'hui. C'est un peu ça. Voilà. Je ne veux pas qu'il y ait de malentendu quand même. Donc l'idée c'est bien de dire on va se donner un peu plus de temps pour faire un choix définitif sur le point d'apport volontaire ou le porte-à-porte parce que on sent bien que le débat n'est pas complètement mûr. Par contre, moi je ne veux pas vous raconter d'histoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a un budget qui est déficitaire. On a réussi à passer une année en puisant sur les réserves des années antérieures. Je l'ai dit, je le répète, s'il n'y a pas de correction financière en fin d'année pour revenir à un équilibre strict, et c'est pour ça que je vous dis, il ne faut pas charger la barque, donc on ne va pas rajouter la gestion des dépôts sauvages, etc. Mais il faudra à minima rééquilibrer le budget, parce que sinon, le syndicat ne passera pas l'année prochaine. Par contre, vous proposez une, deux ou trois ou quatre solutions. Est-ce qu'on peut aussi amener d'autres solutions? Là, l'idée de poursuivre la concertation, c'est que nous, on avait proposé 4 scénarios. Bon, voilà, j'ai vu qu'il y avait dans certaines communes des scénarios un peu alternatifs qui étaient arrivés. Moi, je vais vous dire, hein, je suis même favorable, on en a un peu discuté à la CDC de Castillon, pour replacer le débat dans un contexte un peu plus large. Hein. On peut discuter du périmètre du syndicat, on peut discuter de plein de choses, sur voir ce qui se fait sur d'autres secteurs, etc. Moi, j'y suis pas fermé du tout. J'ai vu qu'il y avait des collectivités qui avaient proposé qu'on revienne à la taxe incitative, plutôt qu'à la redevance incitative. Ok, mettons le sujet sur la table. Moi, j'ai une opinion personnelle dessus. Je défendrai ma position dessus, mais je ne prétends pas avoir raison tout seul. Donc ça, c'est des sujets qu'on va pouvoir réaborder. Et effectivement, je crois que le mouvement qui a été enclenché par la concertation, qui a été mise en place cet été, on nous a beaucoup critiqué sur la concertation, mais je crois qu'il y a très peu de syndicats quand même qui font de la concertation comme on a commencé à en faire ici. Donc je pense qu'on peut au moins reconnaître ce mérite-là à l'USTOM. Et voilà, profitons-en pour aller un peu plus loin et débattre peut-être d'un cadre un peu plus large. Vous êtes bien conscient que nous, par rapport à la commune de Sainte-Foy-la-Grande, 1, 2, 3 et 4, il n'y a rien qui correspond pour nous. Et ben on cherchera quelque chose qui soit adapté à la Bastide. Voilà, je vous l'ai dit, hein, sur les Bastides, il y a Sainte-Foy, il y a Sauveterre de Guyenne, il y a Montségur, qui sont des Bastides un peu comparables. Il y a Pellegru, qui est aussi, même si c'est plus petit, une Bastide. Après, il y a 2 villes qui sont un peu atypiques. C'est l'Aréole, parce qu'il y a des gros problèmes d'accessibilité, camions, etc., parce que les rues sont ce qu'elles sont. Il y a Castillon, qui a aussi une problématique qui est un peu particulière. Moi, je ne suis pas opposé à ce qu'on recherche des solutions ad hoc. Voilà, l'idée de la concertation et des scénarios, c'était pas forcément d'être sur quelque chose de monobloc. C'était d'ouvrir une discussion sur quel est le service qu'on veut proposer aux administrés. Voilà, si on n'a pas réussi à le faire en 4 mois, donnons-nous un an de plus pour réussir à le faire. Voilà, mais pour le préparer, je dirais, pas avec des propositions qui sont déjà toutes faites. Il faut bien arriver à quelque chose de global. Oui, mais par rapport à notre position, c'est pas possible. Alors, non, je n'ai pas la même puissance vocale que Maurice, donc merci de nous donner la parole. Comme tu l'as dit tout à l'heure, tu nous as donné la parole au président de communauté des communes il y a quelques semaines de cela, durant l'été, sur lesquelles les propositions étaient à peu près celles-ci. Et nous avions pris la solution, nous, de maintenir le porte-à-porte. Il y a eu une concertation, ce qui est très bien. Les communes chez nous ont fait des choix, parce qu'il faut parler commune par commune, parce que je vois que tu n'as pas forcément tous les éléments. Il y a 2 communes qui ont demandé un moratoire, et les autres communes, en grande majorité, ont proposé de répondre à la question qui leur était posée. C'est-à-dire de rester sur la solution numéro 1. Mais il y a quelque chose qui est ressorti, et tu nous as donné une petite approche de la réponse, et certains d'entre nous étaient déjà en train de prendre attache auprès de la DRFIP, parce que véritablement, sur nos territoires, il y a un réel besoin de mensualisation, ou du moins d'échelonnement
de la facture parce que c'est très brutal quand ça arrive. Donc on est très satisfait du fait que ce soit mis en place. Moi, la question que je voudrais vous rapporter, c'est de savoir à partir de quand et comment, parce qu'il y a quand même une urgence là-dessus. Puisque est-ce que ça va pouvoir être mis en place avant la prochaine facture qui va arriver? Donc ça c'est très important de pouvoir communiquer. La deuxième chose qui est ressortie à l'échelle communautaire et dans les communes, c'est aussi le fait de ne plus être surpris de la manière à laquelle on est en train de subir ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Ustom a des difficultés financières, du moins entre dans un système de difficultés financières, puisque le produit perçu n'arrive pas à couvrir les dépenses. Donc on se retrouve dans une situation assez compliquée, pour laquelle on est quand même tous responsables, puisqu'on siège tous en grande partie dans cette salle, et on est tous responsables de maintenir un service, parce que la collecte des ordures ménagères, comme tu l'as dit, est une compétence qui vous est subdéléguée par les communautés des communes, pour lesquelles c'est une compétence obligatoire, prise dans le volet des compétences communautaires. Donc ça, c'est important de le rappeler. Donc il est très évident, nous, aujourd'hui, pour nous, en communauté des communes, que ce service doit être maintenu dans une qualité de collecte. On voit aujourd'hui des difficultés que rencontrent certaines communes, il faut le soulever, en bande d'apport volontaire, avec des photos qui circulent sur Internet, mais c'est une réalité, avec des décharges sauvages au pied des bandes de collecte qui sont aujourd'hui vraiment pas du tout, enfin, c'est pas de la civilité des gens, mais enfin, on arrive à quelque chose de très désagréable sur les communes, parce que c'est l'incivilité proprement dit. Moi, ce que je voudrais aussi compléter, c'est qu'on a fait une demande, et pour éviter d'être surpris, d'avoir un diagnostic réel sur la gestion des déchets, mais pas à l'échelle d'une année ou d'un budget, mais à l'échelle d'une dizaine d'années. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est pas surpris de la hausse, on est très surpris par la hausse de la TGAP, tu nous avais envoyé les documents, donc c'est très violent. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, quels seront les systèmes de collecte d'ordures ménagères à l'échelle de 15 ans, et je pense qu'aujourd'hui, on doit statuer, avoir un an de plus, c'est très bien, mais avoir de la réalité, parce qu'il y a quelques années, dans cette même salle, on était arrivés, certains élus, comme président de communauté des communes, où nous avions présenté le bilan. Alors tu m'as dit précédemment qu'il était inutile de faire de l'archéologie politique. Moi j'estime que dans la gestion locale, on doit s'appuyer sur une histoire, et l'histoire qu'on est en train de vivre, malheureusement, pas mal d'élus l'avaient anticipé ou vu venir, dont certains dans cette salle qui avaient fait des grilles et qui étaient bien conscients à la présentation de la grille pour le passage à l'époque de la redevance incitative, était une grille qui n'était pas forcément très sincère. Je me rappelle la parole du vice-président qui avait dit qu'il n'assumait pas cette grille-là, et je le remercie parce qu'il avait au moins le courage de dire ce qu'il pensait à son ancien président. Mais je voudrais juste dire, sans faire d'archéologie politique, qu'on se retrouve dans une situation d'impayé que l'on avait évalué, que l'on avait indiqué, surtout sur les territoires où il y a énormément de turnover sur le locatif. Et ça, aujourd'hui, on aura beau mettre ce que l'on veut en place, cette situation-là est connue et reconnue, et cette difficulté-là, qu'est-ce qui est possible de mettre en place pour que ça s'arrête? Pourquoi il y a certains locataires qui, dans certains appartements qui passent 2, 3 ou 4 locataires, et bien les poubelles ne sont pas réglées tout simplement parce qu'on ne sait pas retrouver le locataire qui doit. Donc ça, aujourd'hui, je pense qu'un audit financier et organisationnel complet devrait pouvoir permettre de trouver des situations ou des solutions qui nous permettront de faire face à cela. C'est les recettes qu'on ne perçoit pas. Aujourd'hui, c'est payé par la grille, solidairement, par ceux qui paient. Et ceux qui ne paient pas la facture, ceux-là, ils ne sont pas forcément inquiétés. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a des recettes à aller chercher ici. Donc, je pense, Président, qu'au-delà de cette année, pour réfléchir à un autre moyen de collecte dans un an, parce qu'on va revenir sur le sujet dans un an. Alors, tu nous parles dans un an, on va y revenir après les élections, quand tout le monde sera à peu près en ordre de bataille, on sera en septembre, donc on sera à peu près dans la même période qu'aujourd'hui. Il faudra rediscuter des manières auxquelles vous allez trouver, ou on va trouver des solutions pour travailler le déchet. Donc pour moi, très honnêtement, je souhaiterais qu'il soit en plus de ce que tu souhaites mettre en place, le passage en été pour éviter avoir un vrai passage l'été, mais qu'on trouve une solution pour mettre en œuvre un vrai système, un audit organisationnel financier, et de savoir ce que seront la collecte des ordures ménagères à l'échelle de plus d'années. Alors on parle de la TEOMI, on nous avait dit que c'était impossible de mettre en place, qu'il y a des territoires qui le font, il y a des territoires qui ne sont pas passés à la redevance incitative, et qu'on continue à avoir, je paye une taxe foncière sur Limoges,
où mon fiche loge, il y a toujours sur le foncier la taxe des ordures ménagères qui apparaît, la TEOM, et ça fonctionne. Donc on nous avait dit que c'était pas possible et autres. Nos voisins de Smigval le font aussi. Quelles sont les possibilités de revenir en arrière? Toutes ces choses-là doivent être étudiées. Mais moi, très clairement, elles doivent être étudiées dans la globalité, et je pense qu'un audit extérieur serait la meilleure des solutions. Merci de m'avoir écouté. Il y a beaucoup de choses dans ce que tu as abordé. Hein. Voilà. D'abord, tu me donneras quitus, je pense, de la façon dont la redevance incitative a été mise en place à l'USTOM. Parce que s'il y en a un qui n'a aucune responsabilité dans la façon dont tout ça a été mis en œuvre, c'est moi, pour la simple et bonne raison que je n'étais même pas élu au moment où tout ça a été décidé. Voilà. Donc, sur le sujet du paiement, du fractionnement du paiement, l'idée c'est de pouvoir le proposer à partir de la prochaine facture, quoi, de l'année 2020. Il reste un petit détail technique à régler, mais il va l'être dans les jours qui viennent. Ça va amener un surcroît de travail, hein, il ne faut pas le cacher, et pour l'USTOM et pour les communautés de communes. Mais l'idée c'est de pouvoir le mettre en place à partir de la facture 2020, ce qui fait qu'on aura quand même sur l'année 2020 un certain nombre d'améliorations. Hein. Donc la première, effectivement, c'est celle du prélèvement. La deuxième pourrait être, si vous le décidez, le passage à une collecte toutes les semaines en période estivale. Et la troisième, qui est d'ores et déjà actée, mais sur laquelle on n'a pas encore communiqué, c'est le passage à l'extension des consignes de tri plastique, puisque à partir du mois de mars, on sera le seul syndicat en Gironde à autoriser l'extension des consignes de tri, c'est-à-dire que le fait que tous les emballages, y compris les pots, les barquettes, etc., puissent aller dans le recyclable et plus dans le sac noir. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Je crois qu'il y a monsieur qui avait Donc, moi je suis d'une commune, hein. Vous avez énuméré, vous avez dit les résultats de certaines communes, par contre vous avez oublié. C'est possible, je vois que même la mienne a été oubliée. Et par contre, ce que j'aurais aimé entendre, c'est que moi, ma commune, il n'y a pas uniquement le conseil municipal, mais on a fait une enquête publique, et tout se rejoint, à savoir qu'on n'est pas du tout rentré dans les 4 propositions. Par contre, on en a fait une 5e. Et c'est surprenant qu'apparemment, notre choix se développe autour dans la salle. À savoir que nous, on choisit de maintenir le service actuel, avec la gestion des dépôts sauvages. En ce qui concerne l'augmentation du coût, ben pour l'instant, on n'y voit pas très clair, donc on n'en parle pas. Mais aussi, grâce au retour de la TEOM, pourquoi la TEOM? Parce qu'il nous semble que la collecte, en fait, le recouvrement est beaucoup plus facile et beaucoup plus fiable, et peut-être plus honnête. Ce qui se dit, donc, et puis après, un service de ramassage en régie, on en a parlé tout à l'heure, vous l'avez évoqué, hein, en régie directement par le système. Voilà. Et j'aurais aimé que le résultat... Moi, je vais vous dire, hein, il y a, à mon avis, mais ça n'est que le mien, il y a 2 faux sujets. Le premier, c'est les impayés. Voilà, ça, j'entends régulièrement qu'on va sauver l'USTOM en travaillant sur le taux d'impayés. C'est se leurrer, pour la simple et bonne raison que le taux d'impayé qu'on obtient aujourd'hui, le taux d'impayé réel, et là on a refait les calculs, je vous dis encore cet après-midi pour en discuter avec la DGFiP, on est à 3% d'impayés à terme sur la redevance incitative. C'est-à-dire les factures de 2014, qui sont maintenant quasiment finies de recouvrer, on est à 3% d'impayés. Imaginons qu'on arrive à gagner, dans le meilleur des cas, 1%. On est sur 70 000 € de recettes supplémentaires. Bon. C'est pas du tout l'échelle de discussion. Alors quand on m'annonce, je vois ça régulièrement, je crois que je l'ai lu encore sur des prospectus qui circulent, voire même sur des délibérations, quand on m'annonce, ah oui, mais il y a 2 millions d'impayés sur le pays foyen, il y a 1 million et quelques sur le réolé, etc. Tout ça, c'est des conneries. C'est-à-dire que moi, je vous invite à regarder les chiffres. Réellement, oui, il y a 2 millions de factures émises. Mais évidemment, si vous comptez la facture de l'année qui est en cours de recouvrement, si vous la comptez en les impayés, c'est absurde, ça n'a aucun sens. Et ce qu'il faut regarder, c'est quelle est la somme qui ne rentrera pas de façon définitive. Et sur la somme qui ne rentrera pas de façon définitive, je vous dis, sur 2014, on est à 3%. Sur les factures des années ultérieures, donc 2015, 2016, etc., on est sur une trajectoire qui nous amènera à peu près
dans les mêmes eaux, et c'est un très bon taux de recouvrement. C'est-à-dire qu'on est sur des niveaux comparables à celui qu'on avait sur la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou sur la taxe foncière. Il faut que vous sachiez que quand l'État prélevait pour le compte de l'USTOM la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, personne ne le sait, mais l'État a rajouté en bas de la feuille 8% pour faire payer les frais d'impayés et les frais de recouvrement. Donc aujourd'hui, les impayés qu'a l'USTOM lui coûtent moins cher que ce que prenait l'État pour le recouvrement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Donc pour moi, les impayés, je veux dire, vous pouvez tourner le sujet dans tous les sens, c'est pas le cœur du sujet. Et le deuxième, pour moi, la deuxième fausse piste, c'est de dire on va revenir à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et on va être très bien. Je vais vous dire d'abord, moi si on revient à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères avec les taux qui étaient appliqués à l'USTOM, on va être les rois du pétrole, parce qu'au lieu de prélever 6 200 000 € de fiscalité comme on le fait aujourd'hui en redevance incitative, on va prélever 8 millions de fiscalité. C'est pas, là aussi, des on-dit ou des discussions de couloir. Vous regardez les comptes de l'année 2013 de l'USTOM. L'USTOM a prélevé en 2013 8 millions de fiscalité. Il a prélevé 5 millions de redevances incitatives en 2014, ce qui était trop peu. Et aujourd'hui, malgré toutes les augmentations qui ont été faites, on est à 6,2 millions de fiscalité, c'est-à-dire encore 1 800 000 € en moins que ce qu'on prélevait à l'époque où on était à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Et je vais vous dire, aujourd'hui, si on avait 8 millions par an, je ne serais pas en train de vous demander des augmentations. On aurait financé tous les investissements qu'on a fait sans emprunt, et on a perdu, par l'erreur qui a été faite sur la grille de redevance incitative au moment où elle était instituée, on a perdu sur le mandat 13 millions d'euros de produits. Voilà d'où vient le problème. Alors, moi, l'idée de revenir à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, personnellement, je n'y crois pas. Parce que pourquoi? On a quand même un effet de la redevance incitative qui est indéniable là aussi, c'est que les quantités de déchets qui sont enfouis, qui ont été collectés, ont baissé. Et ça, c'est pareil, c'était quand même l'objectif initial. Celui-là, il est atteint. On a fait en gros moins de 35% d'ordures ménagères collectées, avec une amélioration du tri, avec beaucoup de compostage, etc. Et ce résultat-là, il est indéniable. Aujourd'hui, si on revient à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, qu'est-ce qui va se passer? On va réaugmenter. Donc on va payer plus de taxes générales sur les activités polluantes. Moi, si le projet politique de l'USTOM, c'est de dire on va enfouir davantage de déchets, je m'excuse, mais c'est sans moi, quoi. Je ne vois pas comment aujourd'hui on peut porter un projet politique qui est de dire on va réaugmenter les quantités de déchets enfouis. Bon. Alors après, il y a un autre sujet qui est la taxe incitative. Donc ça, c'est un autre sujet, on en discutera. Mais revenir à la taxe, ça, je trouve franchement que c'est une idée saugrenue, surtout dans le contexte actuel. Voilà. Je t'ai pas demandé de moi de revenir à la taxe. Non, non, je réponds à monsieur. J'ai dit qu'il nous avait été dit qu'il n'était pas possible de rester à la taxe. Or, des territoires sont restés à la taxe. Ah oui, mais ça écoute, t'écris un fait de long pour lui dire, hein, ça, il nous a menti à l'époque. Est-ce qu'on a le droit de le dire? T'as le droit de le dire, mais pas à moi. Pas à moi. Pas à moi. Moi, j'ai jamais dit que la taxe, c'était pas possible. Jamais. Après, le budget a été diminué, mais par contre, les services aussi. C'est clair. Voilà. C'est clair. Donc aujourd'hui, l'augmentation, c'est vrai que maintenant, on peut payer les déchets verts qu'on ne faisait pas payer. Pour les pros. Voilà. Oui, c'est normal. C'est normal hein, que les pros payent. On est d'accord, on paye quand même des rentrées supplémentaires à l'USTOM. Oui, oui, la recette des professionnels, c'est clair, c'est une recette supplémentaire. En même temps, je vais vous dire, il n'y a pas de secret. On ne fait pas de marge hein, sur la recette des professionnels. On avait calculé, et on avait présenté les calculs en comité, on avait calculé les coûts pour être strictement à l'équilibre. C'est-à-dire que les coûts de traitement des déchets sur les déchetteries couvrent les charges qu'on a par ailleurs. Est-ce que c'était normal que les ménages payent pour éliminer les déchets de professionnels qui bien souvent facturent à leurs clients l'élimination des déchets? Non. Donc là, il me semble quand même qu'on est revenu sur une situation qui est une situation normale où les professionnels paient pour les déchets qu'ils produisent. Voilà. Il y a d'autres syndicats, on parlait tout à l'heure du SMICVAL, le SMICVAL il a fait le choix de ne plus accueillir les professionnels sur les déchetteries. Bon, moi j'y suis pas favorable parce que quand on les accueille pas sur les déchetteries, ils les balancent n'importe où. Mais par contre, hein, si on les accueille, il faut qu'ils paient le prix normal d'élimination de leurs déchets, ça me semble logique. Même les mairies qui ramènent des déchets sauvages. Mais les mairies, c'est pareil. Hein. Ils ramènent des déchets sauvages. Ah ben ça, les déchets sauvages, c'est un des sujets qui était dans la discussion, hein, puisqu'on avait proposé la prise en charge de ces déchets sauvages par la fiscalité des déchets.
Oui, oui, pour les dépôts sauvages. Oui, c'est ce que je vous dis. Dans les scénarios qui étaient proposés, on avait intégré le fait que les mairies ne paient plus et que donc ça soit l'USTOM qui prenne en charge ces dépôts sauvages. Je dois vous dire que pour les concertations que j'ai faites dans l'été, ce sujet-là est quand même très débattu. Mais on a quand même un petit peu double peine puisqu'on a un employé municipal qui doit tout nettoyer et après il faut qu'on paie davantage. Oui, mais le débat là-dessus, on l'aura à nouveau, hein, je pense, mais en gros, c'est est-ce que c'est le contribuable qui doit payer par la fiscalité communale l'élimination des dépôts sauvages au titre des compétences d'hygiène et de salubrité publique du maire, ou est-ce que c'est l'USTOM qui doit payer ces dépôts sauvages par le biais de la fiscalité des déchets? À titre personnel, j'étais plutôt partisan de la seconde solution, et les discussions que je mène et les débats qu'on a déjà eus en comité syndical, hein, puisque je vous rappelle quand même que là-dessus, il y a eu des votes, et que j'ai systématiquement été mis en minorité sur ces sujets-là, puisqu'on a refusé que l'USTOM prenne en charge ces dépôts sauvages. Donc moi, je suis obligé aujourd'hui de constater qu'il n'y a pas de consensus pour que les dépôts sauvages collectés par les communes soient pris en charge par l'USTOM. Bruno, parle fort. Oui, je tenais d'abord à te remercier pour l'évolution que tu nous présentes aujourd'hui. Alors la ville de la Réole, il faut savoir, n'a pas répondu ni au 1, ni au 2, ni au 3. J'ai vu la délibération. Comment? J'ai vu la délibération. Voilà, vous avez sans doute vu la délibération, parce qu'il nous semble important de vraiment travailler en amont avant de proposer aussi des solutions, de travailler sur le fonctionnement en régie. Je l'avais déjà proposé à la dernière mandature. J'avais aussi, avec d'ailleurs M. Juin, proposé la réflexion sur la TOMI, où effectivement on nous avait dit que le fonctionnement. Où effectivement la TOMI n'était pas possible de mettre en place. Effectivement, j'ai vu que la TOMI était mise en place sur certaines collectivités. Moi, ce qui me semble important, et ce qui a été dit, et là aussi, il y a eu effectivement une amorce de travail avec la population. J'avais lancé sur la commune de la Réole dès le mois de janvier, suite au dernier vote sur la grille tarifaire, une consultation citoyenne où on a plus de 100 propositions. Et quand on lit les propositions, je pense qu'il faut à un moment donné se poser, mettre en place des commissions, élus et citoyens, parce qu'il y a des propositions qui me semblent importantes. Notamment, je lisais, mais elle revient assez souvent, sur le travail qu'il faudrait mettre en place avec ces hypermarchés. Ou, comme en Allemagne, il y a des conventions qui se mettent en place. Alors, je ne sais pas si c'est possible de mettre en place, où les clients, quand ils sortent, se délestent de leur carton, se les délestent, etc. Je pense que alors, peut-être que je suis un peu dans le monde des bisounours, mais je pense qu'aujourd'hui, les supermarchés auraient peut-être tout intérêt à travailler main dans la main avec l'USTOM et avec les citoyens. Notre consultation, là aussi, montre qu'on a proposé un autre formulaire, et aujourd'hui, la volonté est forte auprès des Réolais, en tout cas, puisqu'il y a 88% sur 133 qui ont répondu, d'avoir vraiment cette réflexion de retour en régie. Donc, je le redis. Ça fait, aux dernières mandatures, je l'avais proposé, il n'y a jamais eu une seule réflexion. J'ai dit qu'en le proposant, on ne s'y penche pas et qu'on se dise à un moment donné, c'est trop tard. Donc on passe, on sait très bien que les entreprises aujourd'hui, elles ont le monopole, que ce soit la SOR ou la COVET, que ce soit Veolia. Donc voilà, qu'on ne soit pas tributaire à un moment donné de ces entreprises. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Juste pour 65 000 habitants, on en a quand même beaucoup qui sont des bons élèves, c'est-à-dire qu'ils ont moins de 18 levées aujourd'hui. Oui. Est-ce qu'il n'est pas possible d'adapter par rapport au nombre de levées? Si, c'est un des sujets qui peut être mis sur la table aussi. Après,
la variable de tout ça, ça sera toujours la même. Hein, c'est que les services de collecte ou de déchetterie, c'est des services qui ont des gros coûts fixes. Les déchetteries, je veux dire que vous ayez 12 levées ou 18, ça coûtera toujours le même prix. Il y aura toujours des gardiens en quai, il y aura toujours des camions enlevés en bas de quai, il y aura toujours des déchets à traiter. Donc, si vous, si vous modifiez le nombre de levées, ce qui est plutôt d'ailleurs, ce qui devrait être une démarche logique de redevance incitative, parce qu'en fait, normalement, on commence avec un nombre de levées important, et puis petit à petit, on diminue justement pour inciter les gens à continuer à baisser leur quantité de déchets. Bon. Et puis en plus, quelque part, il y a un peu de justice à dire que moins on en produit, mieux c'est. Mais, et moins on paye. Mais à un moment, il faudra équilibrer le budget, ça c'est sûr. Et moi, je vous dis franchement, ne comptez pas sur moi pour vous raconter des histoires par rapport à l'évolution des coûts. Je sais que la redevance incitative, elle a été vendue comme un moyen de faire des économies, etc. Moi, je ne vous dirai pas ça, parce que je sais que les prix vont continuer à augmenter. La TGAP, c'est quelque chose qui est difficile à expliquer à la population, mais on a quand même une augmentation, Gérard le sait, puisqu'il était parlementaire et il a vu un peu les débats, tu les as pas votés, je sais, mais l'évolution de la TGAP, quand on nous dit que la taxe générale sur les activités polluantes, elle va passer de 10 à 65 € par tonne, en gros c'est 20 à 30 € par personne d'augmentation de fiscalité, avant d'avoir discuté de l'évolution des coûts, parce que là, l'USTOM ne fait qu'encaisser et reverser à l'État. Donc c'est sûr qu'on n'ira pas vers une baisse des coûts. Le seul objectif qu'on peut avoir, c'est d'améliorer le service, parce que je pense que, effectivement, vous l'avez souligné tout à l'heure, il y a eu une réduction des services, et qu'on est probablement allé trop loin dans la réduction des services. Moi, j'ai toujours dit, s'il y a une décision que j'ai prise, et que je regrette, c'est celle d'être passé à la collecte tous les 15 jours pour les ordures ménagères. Bon voilà, on l'a fait parce qu'il fallait rééquilibrer les budgets, mais je regrette cette décision. Et d'essayer de maîtriser pour pas que ça évolue trop. Voilà. Mais de là à baisser, ça je n'y crois pas. Qui d'autre souhaite intervenir dans le débat? J'entends quelqu'un, mais je ne sais pas qui. Alors, monsieur, par contre, si vous n'êtes pas délégué, malheureusement, je ne peux pas vous autoriser à prendre la parole, voilà, puisqu'on est sur un comité syndical, et donc c'est pas une réunion publique, hein, donc vous pouvez assister autant que vous voulez, mais par contre, vous ne pouvez pas participer au débat. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Madame Poupin. Ben, moi, dans ce qui est proposé aujourd'hui, je trouve que... Parce que vous avez une petite voix. Dans la proposition que vous faites aujourd'hui, moi, vous répondez à ce qui avait été demandé par la commune de Pineuil, donc c'était de surseoir à statuer sur l'avis consultatif. Voilà, donc pour moi, aujourd'hui, on est moins sur un blocage de situation, on a un peu débloqué la situation. Voilà. Merci. Bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres demandes de prise de parole, donc oui, si, pardon, Bruno. Oui, juste pour savoir à peu près, est-ce qu'il a été évalué aujourd'hui, parce que si on reste sur le statu quo, alors je sais que les négociations n'ont pas été faites, j'imagine, avec la COVED. Est-ce qu'on sait à peu près aujourd'hui quel impact financier ça va avoir sur la grille tarifaire, ou pas du tout? Alors, il n'y a pas eu de négociation avec Covel. Par contre, on avait déjà eu des discussions les années antérieures sur la reprise de la collecte en période estivale sur l'ensemble du territoire. Et on était sur un chiffrage qui était autour de 300 000 €. Donc 300 000 €, voilà, sur un produit de redevance incitative qui est de 6 millions, ça représente à peu près 5%. Voilà. Donc après, on fera un choix. Hein, on verra au moment où on votera la grille entre... Est-ce qu'on peut être sur une période plus courte? Est-ce qu'il y a une marge de discussion un peu plus importante avec Covet? Parce que je pense qu'arrivant en fin de contrat, peut-être qu'ils auront à cœur d'avoir des discussions un peu plus ouvertes sur leur niveau de rémunération. Voilà, il y a plein de choses qui vont rentrer en ligne de compte. S'il y a des communes qui sont soustraites à la collecte en porte-à-porte pour passer en point d'apport volontaire, bah, c'est aussi potentiellement des économies de carburant, de moyens humains, etc. Donc voilà, moi ce que je vous propose, si on part sur cette solution-là, c'est de commencer des discussions avec Covel et de les avoir
pas signé, mais au moins figé dans les montants, avant qu'on puisse voter la grille de redevance incitative pour qu'on voit si ça nous amène sur quelque chose d'acceptable ou pas. Et puis si c'est pas acceptable, à ce moment-là, on verra si on fait autre chose ou pas. Oui. Oui, on arrive vraiment à une période très critique. Est-ce qu'il n'est pas possible de faire l'audit complet de la mesure, voir s'il est possible de faire des économies? Alors moi, sur l'audit, on peut faire un audit, il n'y a pas de problème. Un audit, le seul inconvénient, c'est son prix, mais après tout, pourquoi pas. Très honnêtement, moi, pas de problème. Si vous voulez faire un audit, on va faire un audit. On va commander un audit technique, financier, ce que vous voulez. Je vous dis franchement, et là c'est le professionnel des déchets qui vous parle, je ne vois pas de gisement d'économie sur le service. Voilà. Les marchés qu'on avait avec des prestataires privés, on les a tous renégociés. Je sais que les prix qu'on a sont des prix très bas, à l'exception peut-être de la collecte, sur lesquels je pense qu'il y a encore moyen de discuter. Mais les prix sur le fouissement, on est bas. Le prix sur le tri, on est bas. Les transports, on est bas. Sur la gestion en régie, sur les déchetteries, sur les filières de traitement, etc., je pense qu'aujourd'hui on est à quelque chose qui a été rationalisé. Donc aujourd'hui je ne vois pas où on va faire des économies de l'ordre de grandeur de ce qu'on cherche pour financer les services. Voilà. Je ne dis pas qu'il ne puisse pas y avoir quelques dizaines de milliers d'euros par-ci par-là, ce qui est toujours bon à prendre, hein. Mais je ne vois pas aujourd'hui où on va faire 500 000 euros d'économies sur le budget du STOM. Si vous en êtes d'accord, donc ce que je vais vous proposer, c'est de voter sur le fait que donc on maintienne le service en porte-à-porte, qu'on travaille au chiffrage de la reprise d'une collecte estivale à partir de l'été prochain, qu'on prolonge donc d'1 an le contrat avec Covet pour nous laisser le temps de la réflexion, qu'on mette en place, donc à partir de l'exercice 2020, le prélèvement à l'échéance, si possible sur 4 échéances, et qu'on ait une discussion sur l'adaptation de la grille de redevance incitative pour équilibrer au plus juste le budget de l'USTOM sur l'exercice 2020 dans l'attente de la décision définitive, tout en autorisant, s'il y a des communes qui souhaitent partir dès 2020 en point d'apport volontaire, qu'on les autorise à y partir. Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on vote sur cette proposition-là? Ouais. Est-ce qu'il y a des gens qui souhaitent voter contre cette proposition? Est-ce qu'il y a des gens... Oui? Est-ce que vous s'abstenir? J'allais vous le demander. Est-ce qu'il y a des gens qui souhaitent s'abstenir? Donc il y en a 1, 2, vous êtes délégué, monsieur? Oui. 3, c'est ça? Monsieur est délégué aussi. 4, 5, 6? 6. Ok, donc 6 abstentions. Très bien, je vous remercie. On va passer au sujet suivant, qui n'est pas plus facile, même s'il est plus simple à comprendre. Donc on vous a proposé, conformément aux engagements qu'on avait pris lors des derniers comités, une modification de la gouvernance de l'USTOM, puisqu'aujourd'hui donc le comité syndical est administré de la façon suivante. Donc on a les délégués sont désignés par les communautés de communes. Simplement, les statuts de l'USTOM prévoient qu'on a pour chaque communauté de communes un nombre de délégués qui est égal au nombre de communes, plus 1 qui représente la communauté de communes. Ce qui fait donc 112 communes plus 6 délégués de communautés de communes. Donc ça nous fait donc 118 membres de l'Assemblée délibérante. Alors ce soir, il y a beaucoup de monde, on a le quorum. Ça n'est pas la majorité des cas, puisque ceux qui viennent régulièrement savent que plus d'une fois sur 2, on est obligé d'ajourner la séance pour la reprogrammer, puisque nous n'avons pas le quorum. Et par conséquent, en concertation avec les présidents de communautés de communes, on a imaginé de modifier la gouvernance, alors pas pour ce mandat puisqu'il arrive à terme, hein, mais le temps que les arrêtés préfectoraux soient pris, ça vaudra pour la prochaine mandature. Donc on a proposé d'avoir un nombre de délégués qui soit établi de la façon suivante, donc je pense qu'on vous le projette, voilà. Donc on aurait une proportionnalité à la population de chaque communauté de communes. Donc on a, ça c'est la loi, au moins un siège pour chaque communauté de communes.
Et ensuite, on aurait donc des sièges supplémentaires qui seraient attribués avec un siège par tranche de 2200 habitants. Voilà. Donc ce qui nous donne, parce que ça sera plus parlant sur la projection, donc la CDC de Castillon-Pujol, qui a 15 000 habitants, qui actuellement a 25 délégués, passerait donc à 8 délégués. La CDC du Grand Saint-Émilionnais, qui a 3300 habitants, qui a 7 délégués, passerait à 3. La CDC rurale de l'Entre-deux-Mers, qui a 31 délégués, parce qu'il y a beaucoup de petites communes, passerait à 5, pour 8400 habitants. La CDC de Montaigne-Moravelle-Gurson, qui a 7000 habitants et qui a seulement 8 délégués, parce qu'il y a plutôt des grosses communes, passerait à 5. La CDC du Pays Foyen, qui a 16 000 habitants et qui a 20 délégués, passerait à 9. Et la CDC du Réan-Lancy-de-Gironde, qui a 15 600 habitants, qui a 27 délégués, passerait à 9. Ce qui ferait donc passer l'effectif total du comité de 118 à 39, ce qui est grosso modo l'effectif dans lequel nous nous trouvons quand on n'a pas le quorum, hein, c'est-à-dire qu'on a toujours une quarantaine de délégués qui sont fidèles et présents, et les autres qui viennent de façon plus sporadique. Sachant que ce qui est prévu, c'est qu'à côté de cette assemblée, on va dire juridique, qui est amenée à trancher sur les grilles, sur les budgets, sur les éléments ayant une portée opposable au tiers, on conserverait donc une assemblée annuelle ou 2 fois par an ou semestrielle, avec, parce que je pense que c'est important, l'ensemble des communes représentées. Donc on demanderait quand même aux communes de désigner un délégué dans chaque commune, mais qu'on verrait, et s'il n'y a pas le quorum, il n'y a pas le quorum. Voilà, ça ne porte pas les conséquences. C'est plus une instance de concertation et d'information qu'une instance de décision. Voilà ce qui vous est proposé. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Ah, je pense que j'ai plus de chances de l'avoir à 39 qu'à 118. Oui, mais à l'Assemblée, ils sont je sais pas combien, 500 ou 600. 577. On était 224, on est 112 maintenant. Vous réduisez à 39, et il n'y aura toujours pas le quorum. Écoutez, moi je le vois sur d'autres grands syndicats, on arrive quand même sur des effectifs avec une trentaine ou une quarantaine à avoir régulièrement le quorum, parce que c'est des gens que ça intéresse qui se mettent là-dedans. Alors attendez, il y a beaucoup de demandes de prise de parole. Il y a M. Dudon, après il y a 2 personnes ici. Oui, je vais vous dire pourquoi je suis pas favorable. C'est bon, vous avez fait le droit. Je ne suis pas favorable à la proposition que vous faites de modifier les statuts, parce que, si je comprends bien, le seul point qui exigerait donc, de modifier ces statuts, ce serait les problèmes de quorum. Or, est-ce que le quorum, c'est un élément qui a permis, qui n'a pas permis au contraire au comité syndical de prendre des décisions? Non. Pourquoi? Parce que quand on n'a pas le quorum, on a la possibilité de réunir à nouveau le comité et à partir de là, on prend la décision. Deuxième question. On dit 2 fois. On dit 2 fois aux réunions. On dit une première fois, il n'y a pas de quorum, et on dit une deuxième fois. Ensuite, le fait que le quorum n'existe pas, enfin, le fait que vous modifiez le nombre de délégués, vous enlevez aux communes et aux maires la possibilité de s'exprimer. Donc vous limitez la capacité de débattre sur les points. C'est-à-dire que demain, nous passerions de 118 à 39. Et la question est de savoir comment seront désignés les nouveaux délégués. Et autant qu'aujourd'hui, nous sommes conscients du fait qu'on enlève le pouvoir au maire, et aujourd'hui c'est un débat au niveau national. Et nous, USTOM, on voudrait enlever le pouvoir au maire au niveau décisionnaire pour ce qui concerne les questions de l'USTOM, qui sont des questions importantes. Voilà pour laquelle moi je suis pas favorable du tout au fait de changer les statuts. Non mais monsieur Dudon, là-dessus... Aujourd'hui, le problème de l'USTOM n'est pas un problème de quorum, puisque comme je vous dis, le quorum n'est pas un élément qui permet d'empêcher la l'USTOM de prendre des décisions. Le problème, c'est un problème financier. On se trompe de débat. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous.
façon, je vais vous dire, sur la question de savoir si on enlève le pouvoir au maire, vous trompez de combat. Ce combat-là, vous auriez dû l'avoir au moment où le législateur a décidé que la compétence collecte et traitement des déchets était une compétence communautaire et plus une compétence communale. Je rappelle quand même que l'USTOM n'est pas un syndicat intercommunal. C'est un syndicat mixte qui est composé de communautés de communes et pas de communes. Il y a un système de gouvernance qui fait que ce sont les communes, par le biais des communautés de communes qui sont représentées, mais dès aujourd'hui, et ça a été le cas pendant tout votre mandat, vous n'avez pas été délégué de la commune de Pessac, vous avez été délégué de la communauté de communes de Castillon-Pujol, certes représentant en deuxième rang la commune de Pessac, mais votre désignation, elle vient bien de la communauté de communes et pas de la commune. Alors, moi, après, sur le fait de dire que la gouvernance n'est qu'un problème de quorum, moi, je ne partage pas tout à fait quand même, parce que, je vais vous dire, on a eu des discussions régulières avec les présidents de communautés de communes pendant le mandat. Je pense qu'il y a quand même un certain nombre de sujets sur lesquels on était d'accord avec les communautés de communes pour proposer un certain nombre d'améliorations de services, d'évolution des services de l'USTOM. Et à chaque fois qu'on a présenté ces évolutions de services qui étaient de nature, me semble-t-il, à satisfaire les usagers, j'ai systématiquement, avec les vice-présidents et le bureau, été mis en minorité. Voilà. Alors pour moi, ça pose quand même un problème, c'est que si la communauté de communes prend une position et que les gens qui sont censés la représenter en prennent une autre, ça c'est un peu difficile quand même à expliquer et à gérer dans la gouvernance qu'on a à l'heure actuelle. Christian. Après, pour l'histoire de quorum, l'activité des délégués, il suffit qu'au niveau de la commune, on se rappelle s'ils sont élus. Des bons élèves qu'il y a eu au sein du... Exactement. Et les proposer de nouveau, on sait qu'il y a toujours, et là, on ne pourra pas. On a déjà transmis effectivement aux communautés de communes, on l'a fait régulièrement pendant le mandat, la liste avec les taux de présence, parce que j'ai des délégués que j'ai vus à toutes les séances. Genre, il y en a d'autres que je n'ai jamais vus, sauf peut-être une fois pour venir voter contre ce qui était proposé. Mais je pense qu'effectivement la démarche, elle est la bonne, c'est de dire... ceux que ça intéressait déjà, s'ils se représentent évidemment dans le prochain mandat, ils seront aussi assidus qu'ils l'ont fait jusqu'ici. Voilà, il n'y a pas de raison. Le listing, je suis quasi sûr que les titulaires qui sont jamais venus. Il y en a que je n'ai jamais vu, effectivement. Voilà. Après, une autre question, il y a sur un des chapitres, il y a les présidents du CDC qui peuvent, après l'élection de leur conseil de communauté, être élus délégués syndicaux. Ça sera, ça ne rajoute pas ça. Comme tout, voilà, c'est ça. En fait, on n'empêche pas un président de communauté de communes d'être délégué à l'USTOM. Voilà. Ça peut être un maire. Alors, je précise, si c'est important quand même, que les délégués à l'USTOM ne sont pas forcément des délégués communautaires. C'est-à-dire qu'on a autorisé le fait qu'ils soient choisis dans les conseils municipaux. Voilà, il faut qu'ils soient élus. Mais ils peuvent l'être dans les conseils municipaux, pour la simple et bonne raison que pour les petites communes, généralement il n'y a qu'un délégué communautaire, c'est le maire. Donc le maire il ne peut pas être dans tous les organismes. Donc on autorise à ce que les délégués soient pris dans les conseils municipaux. Il y avait madame, je crois. Moi je veux dire au monsieur, je ne suis pas du tout d'accord avec lui, parce qu'on a eu le même problème pour le quorum avec les CIFER. On a diminué les délégués, et depuis, alors les communautés de communes ont pris ceux qui sont assidus et qui vont aux réunions régulièrement, et depuis qu'on a changé les statuts, on ne va pas 2 fois aux réunions, on va une seule fois parce qu'on a le quorum à chaque fois. Voilà. Je peux vous donner 2 exemples. Hein. Il y en a un, peut-être Bernard pourra en parler, il y a le SMICDEL du Libournais qui a 200 000 habitants. Combien ils sont au conseil 40. Est-ce qu'il y a des problèmes de quorum? Jamais. Bon, moi je gère aussi d'autres fonctions, le SMD3, il y a 400 000 habitants, il y a 36 délégués, je n'ai jamais eu une séance annulée pour un problème de quorum depuis 7 ans que je suis. Bernard. Oui, moi je comprends cette réforme parce qu'elle tient compte de la réalité, mais c'est quand même quelque part une régression démocratique parce que ça va priver un certain nombre de nos collègues d'informations et de débats. Moi, ce que je te propose, c'est de mettre entre l'USTOM et les communautés de communes, mettre en place ce qu'on appelle un comité stratégique
qui consisterait à réunir les représentants ou les présidents des communautés de communes en amont des conseils syndicaux, de façon à les informer sur les débats qui auront lieu au prochain conseil syndical, pour que ces présidents ou représentants de communautés de communes puissent débattre en amont, dans la communauté de communes, des sujets qui seront traités. L'idée est intéressante. Hein, alors, est-ce que ça doit être fait de façon systématique sur tous les sujets? Je ne crois pas. Mais effectivement, sur les décisions stratégiques, c'est un peu ce qu'on a fait de façon informelle, certes, pendant le mandat, puisqu'on s'est quand même vu assez régulièrement. Mais le fait que ça puisse être institutionnalisé et régulier, moi, je trouve ça plutôt intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole avant qu'on passe au vote? Non? Alors, on va procéder au vote. Donc, la proposition, c'est bien de modifier le nombre de délégués pour aboutir avec la règle qui a été indiquée précédemment à ce nombre de délégués. Et ça ne prendra effet, effectivement, que prochaine mandature. Hein, ça, on est bien d'accord. Est-ce qu'il y a des votes contre? Alors, levez bien les mains. Donc, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Non, je n'ai pas compté monsieur là-bas. Au fond, 12. Donc il y a 12 votes contre. Oui, vous, je vous ai compté. 12. Est-ce qu'il y a des abstentions? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15. Donc 15 abstentions. Alors je vais demander s'il y a des votes pour. Voilà, donc il y a une large majorité qui est favorable. Donc la délibération est adoptée. Alors le processus normal, c'est que cette délibération étant adoptée, s'agissant d'une modification statutaire, elle n'est pas d'application immédiate, puisqu'elle doit d'abord être ratifiée par les membres du syndicat. Donc il faut maintenant qu'elle parte en délibération dans chaque communauté de communes, où elle doit recueillir l'accord soit des 2/3 des membres représentant la moitié de la population, soit de la moitié des membres représentant les 2/3 de la population. Et une fois que ceci sera validé, ensuite il y aura un arrêté préfectoral qui en l'occurrence sera un arrêté interdépartemental, puisqu'il y a des communes qui sont en Gironde et d'autres qui sont en Dordogne. Voilà. Donc je pense que ça sera à peu près bon pour être opérationnel au mois de mars, pour les prochaines élections. Alors il nous reste des petits sujets. J'ai pas fait adopter le procès verbal de la dernière fois. Est-ce qu'il y a des remarques? Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Non. Donc le procès verbal est adopté. Il y a un petit sujet qui est la décision notificative numéro 2. Donc je pense que vous l'avez tous eu dans les dossiers. On a quelques petites modifications sur le budget de fonctionnement. Donc on a 4 300 € qui sont rajoutés sur les dépenses de sous-traitance générale pour des prestations de broyage. Il y a 5 800 € qui sont rajoutés sur des actifs cédés, sur des valeurs nettes comptables de 2 immobilisations sinistrées. On a une diminution de dépenses par contre de 3 500 €, donc on prend aux dépenses imprévues pour équilibrer le budget de fonctionnement. Et on a une augmentation de recettes, ce qui est la contrepartie des actifs cédés, qui est l'indemnisation de l'assurance pour les produits de cession des IMO qui ont été sinistrés. Donc pour 6 600 €. Donc l'équilibre du budget de fonctionnement se fait sur cette DM à 6 600 € en recettes et en dépenses. En investissement, donc sur la partie dépenses, il y a 12 000 € sur la déchetterie de Saint-Magne pour les études géotechniques. Il y a 41 000 € qui en fait sont juste un... Au revoir, merci Gérard. Il y a 41 000 € qui sont simplement un changement de ligne, donc ce n'est pas des dépenses nouvelles, mais qui passent de la ligne d'une opération Enode du 2128 au 2031. Donc ce n'est pas des crédits nouveaux, c'est juste un changement de ligne. On a 4 500 € sur des travaux complémentaires à Massugas, sur des compléments de peinture et des installations d'extincteurs.
Il y a 4 900 € pour des compléments de voirie pour un cheminement piéton, toujours sur le système Assugas. Il y a 11 900 €, donc ça c'est une bande complémentaire qui a dû être installée sur le pont bascule, puisque il faut qu'il y ait un répéteur au moment où on accueille des professionnels extérieurs, il faut que le professionnel voit le poids, et c'est obligatoire hein, au moment où il monte sur le pont bascule pour voir si on n'est pas en train de le gruger. Et donc le répéteur, il a fallu dépenser 11 900 € pour l'installer, puisque on avait fait l'objet d'un rappel à l'ordre par l'Adréal. Ensuite, on a 7 000 € pour le génie civil pour une borne pour le véhicule, pour cette fameuse borne de rappel là, pour les véhicules légers. Ensuite, on a en augmentation de recettes 4 900 € toujours pour le véhicule sinistré qui a été sorti du parc et 928 € pour une borne qui avait été incendiée en même temps que le véhicule. On reprend le complément, donc à savoir 35 000 € sur les dépenses imprévues d'investissement, donc au 0,20. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur cette décision modificative? Pas de questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? Une abstention. 2, pardon. Donc la délibération est adoptée. Écoutez, je crois que je suis arrivé au bout. Ah, il y a le... je l'ai raté. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, les indemnités allouées au comptable public. Effectivement, j'ai oublié ce point-là. Donc, vous savez que à chaque fois qu'il y a un changement de trésorier, on doit procéder au vote pour savoir si on alloue une indemnité de conseil au trésorier. Donc là, en l'occurrence, depuis le 1er avril 2019, Monsieur Suter Stéphane a été remplacé par Madame Karine Benedetto. Donc on vous propose, comme on le faisait avec Monsieur Suter, d'octroyer l'indemnité de conseil à Madame Benedetto qui est d'un montant de... Juliette. Mais alors, annuellement, c'est à peu près combien? C'est 3 000 € à l'année? À peu près? Un peu moins que ça, c'est un peu moins de 3 000 € à l'année. Voilà. Alors là, ça sera proratisé puisque c'est à partir du mois d'avril. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point? Non? Oui? Ah, attendez, on va passer au vote après. Ça, c'est votre opinion. Non, là, si vous voulez, ce pourquoi il est payé par son administration d'origine, c'est pour effectuer les mandats, les titres, etc. Là, ce qui est rémunéré par le biais de l'indemnité de conseil, c'est justement l'assistance qu'il peut apporter à la collectivité pour les conseils qu'il peut lui donner en matière de gestion, etc. Je vais vous donner un exemple. Oui, c'est ça. Là où je vais vous donner un... souvent, comme, par exemple, quand ils viennent en comité hein, pour le budget, le soir, hein, voilà, c'est aussi simple que ça. Lui, il vient... Pardon? Ah, vous avez le droit de voter contre, et si on vote contre, il n'y a pas d'indemnité. Alors, est-ce qu'il y a des votes contre? Donc, 1, 2, 3, 4, 5 votes contre. Est-ce qu'il y a des abstentions? Pas d'abstention. Donc la délibération est adoptée. Et j'ai un point d'information à vous faire, voilà, sur la participation financière pour l'implantation d'un composteur collectif à Gironde-sur-Dro. Donc c'est le même dispositif que celui qu'on avait mis en place à Pineuil ou à Véline. Donc c'est pour mettre en place un composteur de 800 litres pour compléter un dispositif déjà existant au niveau de la cantine de l'école primaire. Donc on vous propose d'accompagner à la même hauteur que ce qu'on avait fait pour les autres communes. Hein. Donc le coût total de l'opération est de 1 609 € et on vous propose de le soutenir à hauteur de 297,18 €. Donc de mémoire, c'est 15% du... C'est 20? C'était 20 Non, c'est 15. C'est 15. Ouais, c'est 15. 15%. 15% du montant du projet. Ça fait 297 €. Est-ce qu'il y a des oppositions, votes contre? Des abstentions? Non, donc la délibération est adoptée. Voilà, moi j'ai fini pour l'ordre du jour. On se revoit au mois de
novembre. Et là, donc au mois de novembre, ça sera le vote des grilles de tarification incitative. Je vous remercie, je vous souhaite un bon retour, à bientôt. N'oubliez pas l'anniversaire de la recyclerie qui a lieu demain. Ça Vous avez noté notre présence. Vous aurez